Dans l'histoire, peu de mathématiciens ont été des mathématiciennes. Peu de mathématiciens ont été des héros de cinéma. Alors, puisque la première mathématicienne de l'histoire est aussi l'héroïne d'un film, allons-y. La première mathématicienne de l'histoire, c'est Hypatie. Le film, c'est Agora de Amenábar. Le problème, c'est que je ne veux vous raconter que ce que je crois exact, et ça va être très vite fait. Il n'y a pas grand-chose de certain. Il ne reste aucun texte dont on soit sûr qu'elle l'ait écrit. On ne sait rien de ses travaux. On n'a qu'un seul témoignage de quelqu'un qui l'a connu. Il s'appelait Synésios et il était originaire de Cyrène, sur la côte nord de la Méditerranée, actuellement en Libye. Ce Synésios avait été l'élève d'Hypatie à Alexandrie. Il a fini évêque à Ptolémaïs, dans la province de Cyrène. Il reste de lui 157 lettres, dont quelques-unes sont adressées à Hypatie, quelques autres la mentionnent. En tout, moins de 10. Ces lettres ne laissent aucun doute sur ses sentiments. L'enseignement d'Hypatie l'a profondément marqué. Voici ce qu'il dit dans une lettre à un ami, écrite à l'âge de 25 ans, soit sans doute à peu près ses années de formation à Alexandrie. Car il nous a été donné, à vous et à moi, de vérifier des merveilles dont le récit nous paraissait incroyable. Nous avons vu, nous avons entendu celle qui préside légitimement au mystère sacré de la philosophie. Une autre lettre, 2 ans plus tard. Mes salutations à la philosophe si chère à Dieu et que nous ne saurions trop vénérer. Mes salutations aussi au cœur de ces heureux auditeurs qui jouissent de ces divins entretiens, et en particulier au digne saint Théoctègne et à mon ami Athanase. Vers les 40 ans, Synésios a perdu tous ses enfants, dont 2 fils, coup sur coup. Il ne s'en est pas remis et est mort sans doute peu après. Sa dernière lettre connue est pour Hypatie. C'est du lit où me retient la maladie que j'ai dicté pour vous cette lettre, et puisse-t-elle vous trouver en bonne santé. Ô ma mère, ma sœur, ma maîtresse, vous à qui je dois tant de bienfaits, et qui méritez de ma part tous les titres d'honneur. Pour moi, les chagrins m'ont amené à leur suite la maladie. La pensée de mes enfants morts m'accable de douleur. À part Synésios, il existe un autre témoignage d'un certain Socrate le scolastique. Non, pas ce Socrate-là, un autre. Il y a 8 siècles de distance entre les deux. Socrate le scolastique a vécu à Constantinople. Il n'a probablement jamais rencontré Hypatie, mais au moins il était contemporain. Donc, ce Socrate le scolastique a écrit une histoire de l'Église. Et grâce à lui, on y voit un peu plus clair dans les disputes théologiques des premiers siècles de la chrétienté. Cette traduction date du temps de Louis XIV. Il y avait dans Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait fait un si grand progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps et enseignait dans l'école de Platon et de Plotin un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. La réputation que sa capacité lui avait acquise lui donnait la liberté de paraître souvent devant les juges, ce qu'elle faisait toujours, sans perdre la pudeur ni la modestie que lui attirait le respect de tout le monde. Mais parce qu'elle avait amitié particulière avec Oreste, elle fut accusée d'empêcher qu'il se réconciliât avec Cyril. Quelques personnes transportées d'un zèle trop ardent, qui avait pour chef un lecteur nommé Pierre, l'attendirent un jour dans les rues et l'ayant tiré de sa chaise, la menèrent à l'église nommée Césaréon, la dépouillèrent et la tuèrent à coups de pot cassé. Après cela,
Ils hachèrent son corps en pièces et les brûlèrent dans un lieu appelé Cinaron. Une exécution aussi inhumaine que celle-là couvrit d'infamie non seulement Cyril, mais toute l'Église d'Alexandrie, étant certain qu'il n'y a rien si éloigné de l'esprit du christianisme que le meurtre et les combats. Cela arriva au mois de mars, durant le carême, en la 4e année du pontificat de Cyril, sous le 10e consulat d'Honorius et le 6e de Théodose. Et en tout cas, une exécution aussi inhumaine que celle-là a eu une conséquence, c'est qu'Hypatie est resté dans l'histoire. Donc, on en a de nombreux portraits. Mais comme c'était après, tous sont imaginaires. Voici un des plus anciens, sur mosaïque. Et celui-ci date du Moyen Âge. Elle a gagné une auréole. Voici une représentation romantique du XIXe siècle. Et une représentation plus moderne, mais tout aussi imaginaire. Donc, pas de problème. Pour autant qu'on le sache, elle aurait aussi bien pu ressembler à Rachel Weisz. Peut-être pas tout de même. Au moment de sa mort, elle avait probablement aux alentours de 60 ans. En tout cas, le témoignage de Synésios est clair. Elle enseignait la philosophie. Elle faisait donc partie de l'école néoplatonicienne, autour de la bibliothèque d'Alexandrie. Pour les Grecs, les mathématiques étaient une étude préparatoire à celle de la philosophie. Il ne fait donc pas de doute qu'elle connaissait et probablement enseignait aussi les mathématiques. À l'époque, les mathématiques englobaient l'astronomie, donc qu'elle ait fait des observations astronomiques, comme dans cette scène, est probable. Par contre, qu'elle ait découvert la trajectoire elliptique des planètes, comme dans le film, est totalement invraisemblable. Le système de Ptolémée était une assez bonne description des trajectoires observables, compte tenu des moyens de l'époque. Il ne sera remis en cause que 10 siècles après Hypatie. Voilà, c'est à peu près tout ce dont on soit sûr. On dit qu'elle aurait écrit des commentaires des arithmétiques de Diophante et de l'Almageste de Ptolémée, mais rien n'est avéré. La récupération idéologique commence avec le siècle des Lumières. Plus précisément avec cet homme, John Toland. Il est irlandais. C'est un des tout premiers libres penseurs des Lumières. Pour vous le présenter, tant vaut le laisser faire. Il a pris soin d'écrire sa propre épitaphe. C'était un tenant de la liberté, un amoureux de toutes sortes de connaissances, quelqu'un qui disait la vérité. Il ne suivait personne et ne dépendait de personne. Ni les opinions adverses, ni les revers de fortune n'ont pu l'amener à dévier des voies qu'il avait choisies. Et donc, ce Toland qui ne suivait personne est le premier à récupérer le martyre d'Hypatie en 1720. Le titre annonce l'histoire d'une dame en tout point accomplie, des plus belles, des plus vertueuses, des plus savantes, qui fut mise en pièces par le clergé d'Alexandrie pour satisfaire la fierté, la vanité et la cruauté de leur archevêque, ordinairement, mais de manière imméritée, appelé Saint Cyril. Je vais donner un court récit, aussi complet que les livres anciens le permettent, de la vie et de la mort d'Hypatie. Elle sera pour toujours la gloire de son sexe et la honte du nôtre. Car les femmes ont d'autant plus de raisons de s'enorgueillir qu'il a existé une dame aux réalisations si remarquables sans le moindre blâme, même comme faire valoir à ses perfections son nombre. Toland parle de faits brutaux et sauvages, de mains barbares tachées de sang, d'un meurtre sacrilège, puis il accuse un évêque, un patriarche, que dis-je, un saint,
était le concepteur d'un acte aussi horrible et son clergé les exécutants de son implacable fureur. Et le thème est lancé. La véritable sainte, c'est Hypatie. Elle a été exécutée par des religieux et le responsable, c'est Cyril, dont on a fait abusivement un saint. Et il faut reconnaître que le drame avait tout pour devenir un instrument de la propagande anticléricale. D'abord la cible. Cyril d'Alexandrie n'est pas n'importe qui. C'est un des pères fondateurs de la chrétienté. Il est l'auteur de certains des dogmes les plus importants. Il est vénéré comme saint non seulement par les chrétiens d'Occident, mais aussi par les chrétiens orthodoxes. Pour Tolande, la connaissance, le savoir, les lumières ont été victimes de l'obscurantisme religieux. Pour parfaire le symbole face aux barbares qui étaient des hommes, la connaissance est incarnée par une femme. Après avoir décrit le meurtre, Tolande reprend la biographie d'Hypatie et parle de son père, Théon. Il l'éduqua non seulement dans les domaines qui appartiennent à son sexe, mais également il l'instruisit dans les sciences les plus abstraites, qui sont réputées être l'apanage des hommes, parce qu'elles requièrent trop de travail et d'application pour la constitution délicate d'une femme. Que cette notion soit un préjugé vulgaire, le vaste nombre des femmes qui, à chaque âge, se sont distinguées par leur profession ou leur performance dans la connaissance, en fournit un argument imparable. Et évidemment, l'offensive anticléricale ne reste pas sans réponse. Dans le camp d'en face, on contre-attaque. Un an après, un certain Lewis répond à Toland. Mais il se trompe de cible. Il écrit l'histoire d'Hypatie, une maîtresse d'école des plus impudentes à Alexandrie, assassinée et mise en pièces par la populace, en défense de Saint Cyril et du clergé d'Alexandrie, à partir des calomnies de M. Tolande. Et le texte dit entre autres: si le savoir de cette madame avait été à la mesure de sa décence, elle n'aurait eu que peu de droit, me semble-t-il, à être recommandée à la postérité avec autant d'éclat. Même pas par ces historiens qui conspirent pour sacrifier la mémoire d'un archevêque, à la seule fin de faire d'elle un personnage. Remarquez l'usage du mot madame, qui dans ce cas est presque une insulte. On appelle madame une tenancière de maison close. Les philosophes français, Voltaire en tête, n'allaient pas laisser passer une aussi belle occasion d'attaquer la religion. Y a-t-il rien de plus horrible et de plus lâche que l'action des prêtres de l'évêque Cyril, que les chrétiens appellent Saint Cyril? Il y avait dans Alexandrie une fille célèbre par sa beauté et par son esprit. Son nom était Hypatie. Élevée par le philosophe Théon, son père, elle occupa la chaire qu'avait eue son père et fut applaudie par sa science autant qu'honorée pour ses mœurs. Les dogues tonsurés de Cyril, suivis d'une troupe de fanatiques, l'allèrent saisir dans la chaire où elle dictait ses leçons, la traînèrent par les cheveux, la lapidèrent, la brûlèrent, sans que Cyril le saint leur fît la plus légère réprimande, et sans que le dévot Théodose, souillé du sang des peuples de Thessalonique, condamnât cet excès d'inhumanité. Un peu plus tard, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert contient un long article intitulé Éclectisme. Nous mériterions les plus justes reproches de la partie de l'espèce humaine à laquelle nous craignons le plus de déplaire, si nous passions sous silence le nom de la célèbre et trop malheureuse Hypatie. Hypatie naquit à Alexandrie sous le règne de Théodose le Jeune. Elle était fille de Théon, contemporain de Pappus, son ami, et son émule en mathématiques. La nature n'avait donné à personne ni une âme plus élevée, ni un génie plus heureux qu'à la fille de Théon.
L'éducation en fit un prodige. Quoiqu'il n'y eût dans la capitale aucune femme qui l'égalât en beauté, et que les philosophes et les mathématiciens de son temps lui fussent très inférieurs en mérite, c'était la modestie même. Elle jouissait d'une considération si grande, et l'on avait conçu une si haute opinion de sa vertu, que, quoiqu'elle eût inspiré de grandes passions, et qu'elle rassemblât chez elle les hommes les plus distingués par les talents, l'opulence et les dignités, dans une ville partagée en deux factions, jamais la calomnie n'osa soupçonner ses mœurs et attaquer sa réputation. Remarquez là un thème légèrement différent. Il n'est plus seulement question de philosophie. Aucune femme n'égale Hypatie en beauté, mais sa réputation reste inattaquable. Le thème n'est pas vraiment nouveau, mais il relève surtout du fantasme. Le patriarche ne put lui pardonner ses liaisons étroites avec le préfet, ni peut-être l'estime qu'en faisaient tous les honnêtes gens. Il irrita contre elle la populace. Un certain Pierre, lecteur dans l'église d'Alexandrie, un de ses vils esclaves sans doute, ameut une troupe de scélérats et se met à leur tête. Ils attendent Hypatie à sa porte, fondent sur elle comme elle se disposait à rentrer, la saisissent, l'entraînent dans l'église appelée la Césarée, la dépouillent, l'égorgent, coupent ses membres par morceaux et les réduisent en cendres. Tel fut le sort d'Hypatie, l'honneur de son sexe et l'étonnement du nôtre. Qu'il y ait eu une lutte d'influence entre l'archevêque Cyril et le préfet Oreste est historiquement vrai. Que Hypatie ait été l'un des enjeux de cette lutte n'est possible. L'encyclopédie, comme Socrate le scolastique, parle des liaisons étroites d'Hypatie et du préfet. Le film d'Amenabar fait d'Oreste un des élèves d'Hypatie. De fait, on n'en sait rien. Parmi les réponses du côté du clergé, en voici une datant du XIXe siècle, qui montre un certain bon sens historique. Cette horrible scène affligea tous les gens de bien, mais surtout saint Cyril, qui regardait une vengeance si lâche et si barbare comme une insulte faite à une religion de paix et de charité, et comme une tache imprimée à son Église. Il prévoyait en outre que ce déplorable événement faisait évanouir peut-être pour toujours l'espoir de vaincre enfin l'opiniâtre dépit du gouverneur et allait perpétuer dans cette malheureuse cité les haines, les dissensions entre les divers partis. Il est en effet possible que Cyril ait été conscient de la faute politique que représentait le meurtre d'Hypatie. C'est déjà ce que sous-entendait Socrate le scolastique. Et puisque nous en sommes au XIXe siècle, le post-romantisme lui aussi a repris la légende d'Hypatie. En 1852, le comte de Lille écrit un long poème intitulé Hypatie. En voici deux strophes. Comme un jeune lotos croissant sous l'œil des sages, fleur de leur éloquence et de leur équité, tu faisais sur la nuit moins sombre des vieux âges resplendir ton génie à travers ta beauté. L'homme, en son cours fougueux, t'a frappée et maudite, mais tu tombas plus grande, et maintenant, hélas, le souffle de Platon et le corps d'Aphrodite sont partis à jamais pour les beaux cieux d'Hellas. Vous le voyez, on est bien loin de l'anticléricalisme du siècle précédent. C'est le contraste entre le génie et la beauté fantasmée qui devient le thème principal. Et on a la nette impression qu'entre le souffle de Platon et le corps d'Aphrodite, le choix du poète serait vite fait. D'ailleurs, pour tout vous dire, la vision post-romantique d'Hypatie n'est pas toujours dénuée de pensées dénudées. Et ce n'était pas fini. Au XXe siècle, Hypatie est devenue, comme de juste, un symbole du féminisme et même
d'une liberté sexuelle totalement anachronique. Alors, avis aux amateurs, si vous avez une cause quelconque à défendre, la mémoire d'Hypatie est toujours disponible.